Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première émission. Alors avant même de la commencer, vous avez ici un panneau avec les chapitres de l'émission. Cette émission est beaucoup plus longue que prévu, c'est la seule qui aura cette durée bien entendu. On en fera des beaucoup plus courtes par la suite, mais on avait beaucoup de choses à dire pour notre première rencontre. Bonjour, je suis Cédric. Bonjour, je suis Jean-Gabriel. Et bienvenue dans l'épisode pilote du Compositoire. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le compositoire? Alors c'est une émission qui a pour but de parler de composition, vous l'aurez compris, de musique de manière plus générale, et qui traitera à la fois des aspects techniques de la composition, et ainsi que des méthodes de base pour expliquer et vous donner accès à ce qui se cache derrière ces musiques de films, de jeux vidéo, de pubs et d'attentes téléphoniques aussi. Donc le but de tout ceci est bien évidemment de développer ça de manière interactive, en donnant des exemples via des vidéos, des tutos, des trucs et astuces, des extraits audio, et de permettre à ceux qui sont intéressés par la composition, qui en font un hobby, ou ceux qui ont juste l'envie d'élargir leur culture personnelle, de découvrir un peu les ficelles du métier. Alors effectivement, nous, on est compositeurs, on n'est pas des compositeurs professionnels depuis très très longtemps. Donc effectivement, nous on ne prétend pas tout connaître, de loin pas, mais justement on a eu la chance peut-être à un moment donné d'avoir eu des conseils de certaines personnes, d'avoir aussi eu, soit pris des cours comme certains, mais je pense que là, de manière pédagogique, en faisant une émission sympa qui évoluera avec le temps et au fil de vos questions, etc., c'est plus sympa, c'est quand même vachement plus interactif. On a quand même un outil fabuleux qui s'appelle Internet et qui nous permet à l'heure actuelle de produire des choses facilement et les mettre à la disposition de tout le monde. Alors bon, nous effectivement vous aurez compris, on est compositeur, mais à cette petite différence qu'on est compositeur professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Gabriel ? Alors ça veut tout simplement dire que l'on travaille à temps plein dans la composition, en collaboration avec des professionnels de l'industrie audiovisuelle ou du jeu vidéo, et que l'on arrive à gagner de l'argent via ce métier. Voilà, des revenus. Alors attention, les revenus, c'est vraiment une question qui est souvent soulevée par beaucoup de gens et c'est vraiment quelque chose qu'on va un petit peu dépoussiérer et éclaircir. Il y a aussi le fait qu'on cherche constamment à s'améliorer, mais de manière très très efficace, c'est-à-dire qu'on ne prend pas vraiment le temps, on va dire on sacrifie quand même un tout petit peu du plaisir de la musique et de la composition pour vraiment aller à l'essentiel. On pourrait un petit peu partager avec vous ce qu'on a pu apprendre depuis, on va dire, qu'on est devenu professionnel. Mais bon, je pense qu'on a assez parlé de nos gueules, donc maintenant on va passer directement au petit sommaire de ce tout premier épisode, et c'est parti. Alors, le sommaire de cette première émission. Première rubrique, qui sera certainement une rubrique unique, ce sera par où commencer. On vous parlera du matériel, des programmes à avoir, des inspirations et des envies à prendre en compte. Et on enchaînera avec le monde de la composition, quels sont les avantages et les contraintes, ainsi que son évolution. Ensuite, on aura une rubrique récurrente qui sera la rubrique vidéo. Donc pour cette fois-ci, on vous parlera de comment créer un template orchestral de base. Ensuite, nous répondrons aux mails et suggestions qui nous ont été faites. Puis nous partagerons avec vous notre musique favorite pour cette émission. Et enfin, nous terminerons par un exercice. Alors,
première rubrique et unique rubrique, par où commencer? Comme on l'a dit, on va vous parler un peu de matériel, de programme, tout ça. Ça fait beaucoup de choses. On peut pas arriver comme ça et se dire, tiens, je vais faire de la composition YOLO. Donc, mon cher JG, hein, parce que Jean-Gabriel, c'est un peu long à force. Voilà, j'ai envie de composer, je suis nouveau compositeur, je suis novice, j'ai envie de me lancer là-dedans. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors déjà, il va te falloir un ordinateur, et un ordinateur plutôt puissant. Il te faudra également des logiciels adaptés. Pour ça, il y a ce qu'on appelle des séquenceurs. Et les séquenceurs, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour les séquenceurs, on va vous fournir une liste là que vous voyez passer sur la vidéo. On n'a pas tout fait, mais on vous met les principaux, ceux qui pourront vraiment être soit facilement accessibles, soit on va dire qui se rapprocheront de ceux qu'on utilise nous dans nos tutoriels pour que vous puissiez simplement suivre ces tutos. Il faudra également des banques de sons afin de pouvoir imiter tout ce qui est orchestral notamment. Donc ça coûte plutôt cher. Donc dans l'ensemble, il faudra prévoir un budget assez conséquent pour votre home studio. Ouais, là le budget, on va vous en parler aussi un peu plus loin. Ça peut varier. Maintenant, pour ce qui est des banques de sons comme dit JG, on appelle ça la plupart du temps des VST, donc des instruments virtuels. Il faudra aussi faire attention à une chose, c'est le chant des sirènes. C'est-à-dire que beaucoup de compositeurs pensent que le fait d'avoir les meilleures banques de sons possibles vont faciliter la tâche. C'est totalement faux. Le mieux est d'évoluer avec ce qu'on peut avoir ou ce qu'on a sans forcément se doter tout de suite de la Rolls des banques de sons. Ensuite, justement, au niveau des budgets, beaucoup de gens pensent que, soit des gens pensent que pour être compositeur et fournir une musique potable, il faut absolument mettre 10 000 euros, 15 000 euros de matériel. Alors, en dehors de l'ordinateur, parce qu'après ça coûte quand même, on va dire, à une base de à peu près 1000-1500 euros pour avoir une tour décente, vous pouvez très bien vous en sortir avec un séquenceur de base pas trop cher, peut-être pas forcément les derniers séquenceurs, et avec des banques de sons de base aussi. Il y a beaucoup de banques de sons qui sont pas chères, il y a ce qu'on appelle des freebies, c'est-à-dire des banques de sons gratuites, qui sont pas les meilleures du monde mais qui vont bien, et celles qui sont inclus souvent avec des suites de programmes que vous pouvez acheter. Qu'as-tu à répondre à ça, Jean-Gabriel? J'ai à répondre que quand j'ai commencé, j'avais presque rien, et au final, c'est ce qui m'a le plus formé. Pareil, figure-toi. Alors, pour ceux qui connaîtraient un tout petit peu les banques de sons et les séquenceurs, j'ai commencé avec un séquenceur qui s'appelait Reason, donc et encore, il s'appelle toujours Reason, mais qui est à la base plus prévu pour faire de l'électro. Bon, c'est un bon séquenceur, simplement effectivement les banques de sons orchestrales pour faire des belles musiques comme on veut tous faire, n'existaient que très peu sur ce genre de séquenceur. Elles étaient pas mal, mais voilà, très limitées. Toi, tu composes avec quoi? J'ai utilisé aussi Reason, en fait. Lol. Les séquenceurs les moins chers sont souvent les plus récurrents quand on débute, hein, c'est normal. Et j'utilisais comme banque de son Gariton Personal Orchestra 4, qui est une banque qui coûte dans les 150 euros, je dirais. Donc, qui coûtait même, à l'époque, pas trop cher en plus. Oui. Ah non, c'est pas cher du tout pour une banque de son, même à l'heure actuelle. Donc, voilà, je m'en sortais avec peut-être 2000 euros pour mes compositions. Et on vous mettra un exemple des compositions qu'on faisait à l'époque dans les liens de l'émission, dans la description de la vidéo. Et vous verrez que, mine de rien, voilà, ça forme en fait, parce qu'on apprend c'est comme avec une voiture. Si on apprend vraiment à très bien conduire avec une bouse, le jour où on passe à quelque chose de mieux, le jour où on prend une Porsche ou une Ferrari, ça change tout. On fait un bond en avant. Alors pour ceux qui regardent en version vidéo sur YouTube, nous ce qu'on vous a fait là, c'est qu'on vous affiche la vingtaine de séquenceurs qui sont disponibles à l'achat ou gratuits. Après, au niveau des séquenceurs, Jean-Gabriel vous conseillera 4 séquenceurs pour vraiment, si vous voulez vous lancer et garder le même pendant longtemps. Les 4 séquenceurs les plus connus à l'heure actuelle sont Logic, qui est uniquement destiné aux utilisateurs de Mac. Pro Tools, qui lui est beaucoup plus destiné à la base aux ingé-sons en studio, mais qui petit à petit s'est démocratisé pour la composition. Cubase,
étant un des plus connus également. Et le dernier, c'est FL Studio, connu aussi sous le nom de Fruity Loops, qui est beaucoup plus destiné à tout ce qui est musique électronique. Voilà. Alors, pour notre part, on vous conseille ces 4-là si vous avez les moyens de vous les payer, si vous commencez ou si vous voulez changer. À savoir que Jean-Gabriel utilise Cubase, donc Cubase, comme il le dit à la française, et que moi personnellement j'utilise Pro Tools, version 10 ou 11. Bon, après les autres versions fonctionnent aussi, mais effectivement, ce sera peut-être plus simple pour vous de regarder les tutoriels, quoique la plupart des séquenceurs se ressemblent au final. Donc ensuite, on va aussi voir le budget à la hausse, c'est-à-dire que si vraiment vous êtes déjà compositeur, que vous avez débuté soit il y a peu, soit il y a longtemps, mais que vous n'aviez jamais vraiment pensé à avoir plus loin, à l'heure actuelle, le budget dépensé pour passer professionnel, un minimum pour pouvoir produire efficacement, rapidement de la musique pour beaucoup de styles. Pour moi, après recalcul de mes dépenses, et je suis pauvre maintenant, ça s'élève facilement à 7-8 000 € de matériel, incluant les VST. Et pour ma part, on avoisine les 10 000 € de matériel accumulé. Je compte quand même sur ça des prix neufs, alors qu'il y a certaines choses que j'ai achetées d'occasion. Ça, c'est quand même à savoir, c'est un budget moyen en imaginant du neuf. Voilà, alors par exemple justement au niveau du matériel, donc on va partir là-dessus. Le matériel de base qu'il vous faut, déjà, comme Jean-Gabriel l'avait dit, c'est un ordinateur. C'est bête, mais un ordinateur avec suffisamment de RAM pour faire tourner, pour charger beaucoup de samples. Comptez minimum 8 Go de RAM, et là c'est pour vraiment débuter. À l'heure actuelle, tout ordinateur, la plupart ont un minimum de 8 Go de RAM, hein, je veux dire, on parle de tour, on parle pas d'ordinateur portable. Ensuite, comptez un processeur au plus vieux, qui est 2-3 ans grand maximum, si vous voulez faire tourner les derniers séquenceurs. On vous conseille quand même de monter entre 16 et 32 Go de RAM, c'est quand même mieux. Un double écran, la carte graphique on s'en fout. Enfin, à part si on veut jouer à des jeux vidéo à côté, mais ça c'est une autre histoire. Oui, bon, ça, oui, mais ça on le fait tous, hein, je veux dire. Ensuite là, on en est au niveau hardware, il faut donc une carte son. Un minimum de cartes son, vous avez les M-Audio qui viennent par exemple avec Pro Tools, vous avez souvent des cartes son qui sont fournies avec le logiciel, ou le logiciel est fourni avec la carte son, hein, suivant lesquelles. Bon là les prix varient, on vous mettra une liste qui s'affiche maintenant d'ailleurs des meilleures cartes son qu'on vous conseille. Voilà, sachant que les budgets d'une carte son, ça va de 70 € à plusieurs milliers d'euros, donc le panel est large. Oui, quand on dit plusieurs milliers... Quand on dit plusieurs milliers, on peut avoir des chiffres à 5 zéros, hein. Des chiffres à 5 chiffres, donc 4 zéros, facilement. Ensuite, bon, pour le matériel d'écoute, quand on n'a pas forcément les moyens de faire chez les voisins, on a les casques d'écoute, les headsets, hein, tout bêtement. Là, Jean-Gabriel et moi, on utilise quasiment le même casque. Pour ma part, j'utilise le DT770 Pro 250 ohms de Beyer Dynamics. Voilà, pareil, moi j'utilise aussi un Beyer Dynamics. On vous met là ici un choix à peu près non exhaustif de ce qu'on vous conseille comme écouteur. Par contre, effectivement, je pense que niveau rapport qualité-prix, les Beyer Dynamics, c'est vraiment du très bon matériel. Le son est très très bon, c'est très clean en fait. Après, vous pouvez monter plus haut, mais c'est pas vraiment nécessaire. Et de manière générale, pour des budgets restreints qui avoisinent les 140-150 €, si vous avez des budgets vraiment restreints, prenez un bon casque de manière générale, plutôt que des mauvais moniteurs. Voilà, donc exit les beats by Dr. Dre, s'il vous plaît. Évitez, c'est une déformation pitoyable du son, voilà, c'est dégueulasse comme son. À moins que vous vouliez vous donner l'impression que vous avez énormément de basse alors qu'il n'y en a pas. On peut vous conseiller quoi pour d'entrée de gamme? Il y a quoi? Il y a aussi du Beyer Dynamics, hein, moins cher que ceux qu'on a, qui vont commencer vers les 200 €, 150-200 € grand max. Et après sinon, certains Sennheiser sont bien. Donc ensuite, pour ce qui est du software, il vous faut donc un séquenceur, un lecteur comme Contact est connu et qui est quasiment tout. Voilà. Et ensuite, effectivement, les banques de son en elles-mêmes, et on vous invite à aller voir la rubrique vidéo pour le template de base où on vous expliquera quels instruments de base il vous faut. Avoir un séquenceur, ça ne suffit pas. Il faut également avoir des banques de son qui elles-mêmes
ne peuvent pas être lus s'il n'y a pas un lecteur de banque de son. C'est très étudié pour qu'on ait besoin de payer en fait. Le lecteur de son le plus connu restera Kontakt. Il y a vraiment 80-90% des banques de son qui utilisent Kontakt, en tout cas en musique orchestrale. Parce que pour tout ce qui est... Oui, même après maintenant pour l'électro ça se démocratise aussi, vraiment. Mais disons pour tout ce qui est synthétiseur, ça restera des synthétiseurs, c'est une branche à part. Oui, après attention, il y a donc Kontakt, donc ce lecteur qu'on vous conseille de toute manière, vous serez quasiment obligé de le prendre, ou si vous ne l'avez pas déjà, à savoir que c'est un plugin, ce qu'on appelle un plugin qui va être chargé directement dans le séquenceur et qui lui va ouvrir les banques de samples, les VST, d'accord. Après, vu que c'est un plugin, il y a certains instruments virtuels qui sont directement ouvrables en tant que plugin. Donc à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de Kontakt. Mais ça justement, on y viendra lorsqu'on vous fera des vidéos un peu plus avancées sur les templates avancés. Là, vous verrez que pour les banques de sons, les VST de base à avoir, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses pour commencer, pour débuter dans la musique orchestrale, attention, l'électro en étant une autre branche, mais on évoluera ça dans les vidéos. Maintenant, la question qu'on se pose quand on veut commencer, ou même si vous venez de commencer, pour ceux qui veulent vraiment commencer à faire de la composition, c'est que c'est très très vaste. C'est-à-dire que vous avez devant vous un monde génial, hein, tout beau, tout grand, avec tous les styles de musique compositeurs. Ce n'est pas que compositeur de musique folklore, c'est pas de la musique que classique, c'est un peu de tout. Le but premier d'un compositeur, qui soit de musique de film, de jeux vidéo ou quoi que ce soit d'autre, de publicité, d'émissions de télé, de musique d'ascenseur, comme on disait, c'est justement de pouvoir faire tous les styles. D'accord ? Bon, après, faire exactement vraiment tous les styles, bon courage. Mais en tout cas, c'est de savoir ce que vous voulez, justement. C'est vraiment de pouvoir être polyvalent, mais de vous adonner à ce que vous préférez dès que vous le pouvez, quand même, d'une certaine manière. Oui, bah oui, d'une certaine manière. On développe vraiment son axe principal, et autour de ça, habituellement, on s'entraîne sur d'autres styles qui nous permettent de remplir différents contrats, en fait, tout bêtement. Parce que être trop monomaniaque d'un style, c'est le meilleur moyen de se fermer des portes. Complètement, et surtout, c'est le meilleur moyen, peut-être au niveau du style, de trop s'inspirer des mêmes personnes au final, et de se fermer encore plus de portes. Après, là, on parle vraiment si vous voulez devenir professionnel, hein, après ça peut encore venir par la suite, mais voilà, vous devez vous inspirer de ce que vous aimez comme style, puis créer le vôtre en fait, avoir votre propre patte. Vous pouvez recopier effectivement en faisant des exercices, hein, et là vous verrez que dans la partie exercice, ce sera relativement ça en fait au début. Composer des mélodies qui vous plaisent, même si elles ressemblent à quelque chose, c'est pas grave, en premier, et prendre le temps de les travailler. Il faut prendre le temps, surtout le temps de travailler et de se mettre en situation pour composer ce qu'on veut. Il faut que la musique reste un plaisir et que on cherche à développer ce plaisir. Donc vraiment, faites-vous plaisir en premier lieu et inspirez-vous de ce qui est le plus proche de votre univers personnel et développez d'après ça vos propres idées, vos propres capacités en quelque sorte. Ben voilà, en fait, si vous apprenez, si vous évoluez en vous faisant plaisir, vous allez forcément évoluer plus vite, c'est bête à dire, parce que vous voudrez toujours faire mieux, vous faire plus plaisir, en fait, à être capable de faire certaines choses. Et vous arriverez à un moment donné où vous aurez le niveau de pouvoir justement en profiter de manière inversée, c'est-à-dire faire des choses qui vous seront peut-être indiquées, qui vous seront imposées, mais en ayant une facilité qui sera acquise comme ça. Alors, ensuite, on va partir quand même, si vous voulez commencer, vous dites, vous pouvez pas vous mettre devant votre ordinateur, vous avez le matériel, et vous dire, ah bah tiens, aujourd'hui je vais composer, j'avais pas vraiment prévu, mais là, je me suis dit que là, je me gardais 4 heures pour composer, je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Non, il faut vous inspirer. Le travail de composition n'est pas seulement une fois que vous êtes devant l'ordinateur, ou que vous êtes sur votre clavier. Le travail de composition, il est tout le temps en fait, vous inspirez des choses qui vous entourent, vous inspirez des musiques que vous entendez, des films que vous voyez, de livres que vous lisez, il y a plein de choses, il faut commencer vraiment par là. Le moment où vous avez une mélodie qui vous plaît, une suite d'accords, une mélodie, vous les notez, vous courez à votre ordi, ce qui m'est arrivé c'est de me lever et me réveiller à 4 heures du matin avec une idée et d'aller la faire. Voilà, ça c'est par contre, c'est vraiment quelque chose qu'on vous conseille de faire, noter ce que vous avez. Ensuite,
Le moyen de s'améliorer et de se tester, en fait, tout simplement, c'est de faire ce qu'on appelle des mock-ups. Alors, les mock-ups, en quoi est-ce que ça consiste? Ah ben, c'est tout bête. Ça consiste à recréer, avec vos moyens, de recréer des œuvres déjà existantes. Par exemple, vous pouvez avoir envie de comprendre comment a été composé le thème d'un film, le thème ou même dans n'importe quel groupe de musique pop. C'est ce qui vous inspire et vous essayez de le recréer afin de comprendre toutes les techniques qui ont été utilisées, les ressorts de composition utilisés. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Voilà, alors non seulement ça vous apprend effectivement à regarder, c'est comme faire une anti-sèche, en fait, quand on veut tricher. C'est le meilleur moyen d'apprendre et de retenir des réponses, c'est de les copier pour le tricher, en fait, sans l'utiliser ensuite, bien entendu. Et là, par exemple, on vous fait, on entend un extrait qui arrive, donc c'est un mock-up qui a été fait par Jean-Gabriel, sur le thème principal de Star Wars. Un petit truc pas très connu. Voilà. Donc là, décris-nous ce que t'as fait. Alors, tout bêtement, étant donné que je sais, de par mon cursus, je sais lire la musique, j'ai juste pris la partition, parce que j'ai la chance de pouvoir avoir la partition, et j'ai rentré les notes telles quelles dans mon séquenceur, ce qui sonnait de manière affreusement moche. Et puis, j'ai petit à petit, via mes banques de sons, qui simulaient chaque phrase de ce qui avait déjà été écrit. J'ai recréé l'orchestre via du virtuel, et ça permet de à la fois comprendre tous les ressorts utilisés par le compositeur, enfin tous. Bien, quand on le fait beaucoup, petit à petit, on en comprend quelques-uns plutôt. Et ça permet également de pouvoir travailler son son, comprendre comment approcher tel type de son. Ça permet vraiment de travailler le réalisme, la manière de travailler pour vos propres musiques par la suite. Voilà, surtout à savoir que mieux vous connaissez les instruments de musique, leur tessiture, c'est-à-dire les gammes de notes maximales que vous pouvez faire avec, mieux vous pourrez composer. Il y a des choses aberrantes que j'ai pu entendre. Alors, c'est pas grave, mais effectivement, vous ne pouvez pas utiliser 8 corps et faire 8 notes d'accord en même temps, super aigus, ou faire certaines notes trop graves, trop fortes, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut aussi savoir. Ça, ce sera dans des choses un tout petit peu plus avancées qu'on abordera un peu plus tard, enfin, dans les futures émissions, mais là il y a plein de choses que je vois, c'est ce qu'on appelle les erreurs de jeunesse, et nous ce qu'on va essayer de vous montrer, mettre en place, en fait, c'est les erreurs de jeunesse, tout ça. Voilà, en fait, on veut essayer de vous éviter de perdre du temps avec les petites erreurs, ce qu'on appelle les erreurs de jeunesse qu'on a tous fait. Oh oui. Voilà, que je fais encore, que voilà, on a tous nos défauts, mais sinon on peut filer un petit coup de main pour vous faire gagner du temps, on va le faire. Donc, pour résumer, par où commencer? Donc c'était vraiment, c'est une rubrique, désolé, un petit peu longue. On est en train de se mettre aussi dans le bain. Hein. Il y a aussi le fait que on voulait vraiment mettre l'accent sur le départ. Il faut prendre un bon départ. Prenez un bon départ avec un minimum de matériel, d'accord, un minimum d'inspiration et de volonté. Et ensuite, lancez-vous.
Nous, on va vraiment essayer de vous accompagner, on va prendre le temps. Plus vous êtes, plus ça nous fera plaisir, on prendra plus de temps. Mais effectivement, on est vraiment ouvert à toutes les questions et suggestions, effectivement. Donc, c'est tout pour cette première rubrique unique. On va passer tout de suite à la suivante. Dans cette seconde rubrique, à savoir le monde de la composition, on va traiter des avantages et des contraintes du métier. À l'heure actuelle, le monde de la composition est en plein essor, notamment grâce à Internet qui offre énormément de possibilités. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui se disent « moi aussi je peux le faire » en quelque sorte. Oui, c'est un peu comme beaucoup de domaines, la vidéo, la photo, le dessin, en fait tout ce qui est créatif. Mais par contre, ça connaît un boom qui est un tout petit peu, on s'en rend pas compte, mais qui est limite plus violent que ces autres domaines en fait. Ça augmente aussi, malheureusement oui et non, le nombre de compositeurs. Ça veut dire que là où à l'époque un compositeur devait savoir écrire sur du papier ou alors vraiment maîtriser le MIDI et avoir du matériel très onéreux, maintenant avec justement un budget qui dépassera pas les 2-3 000 €, on peut se prétendre compositeur, que ce soit vraiment débutant de toute manière, ou plus confirmé par la suite. Effectivement, on peut s'exporter sur Internet beaucoup plus vite. Oui, donc on parlait du nombre de compositeurs. C'est vrai qu'on assiste vraiment à un effet pyramidal à l'heure actuelle. Il y a tellement de monde que le marché est vraiment saturé. Pour donner des chiffres hypothétiques pour l'exemple, pour disons 100 000 compositeurs débutants qui veulent se lancer dans la pratique, il y aura peut-être 10 000 amateurs confirmés dans le lot, qui commenceront à savoir ce qu'ils font et à produire un contenu de qualité. Et sur ça, peut-être 10 bons professionnels qui s'en sortiront. À savoir que 10 000 amateurs confirmés, et je pense qu'on est quand même loin du compte rien qu'en France, c'est beaucoup, c'est énorme. Beaucoup de compositeurs composent pour, c'est bête à dire, qu'on écoute ce qu'ils font. Comparativement à la photo et à l'image, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un accès direct ou de se diffuser quand on fait que de la musique. Donc ça reste quand même énorme, même si certains amateurs confirmés sont vraiment très bons. Après, si on veut aller voir encore plus haut, et ça c'est vraiment pour imager, sur donc 100 000, et encore je pense qu'on peut même rajouter un 0 et arriver à 1 million de débutants, on aura un compositeur à succès. C'est pas ce qu'il faut viser. Il faut viser déjà le pro, c'est déjà pas si facile que ça. Et vraiment, pour arriver professionnel, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Et ça, on va en parler aussi, parce que les gens ne se rendent pas compte, du tout compte du travail et du gros fossé qui sépare des compositeurs amateurs et des compositeurs professionnels. C'est vraiment plus du tout le même monde, c'est plus du tout la même charge de travail, le même rythme. Et ça, on va en parler dans les avantages et les désavantages de la profession, ou en tout cas du domaine. Donc on va commencer par le côté sympa, les avantages. Donc le lieu de travail, c'est la maison. Donc on est chez soi, on est vraiment bien, on peut se lever à l'heure qu'on veut. Enfin, attention, c'est pas conseillé. Hein. Oui, non, ouais, on part vite en décalage. La preuve en est nous. On fait énormément de rencontres. Je citerai par exemple cette rencontre très sympathique qu'on a fait, Jean-Gabriel et moi, au dernier Rock My Geek de Christophe Herral, qui est un compositeur français de renommée, avec beaucoup de bagages. C'était quelque chose de très très sympa et d'instructif de causer avec lui. Effectivement, on peut rencontrer plein de musiciens, d'autres artistes. Je regarde par exemple avec les noobs, le fait d'être compositeur chez Noob et de pouvoir rencontrer les noobs eux-mêmes, des copains d'une Naul Band, etc. Effectivement, c'est très cool. On peut rencontrer même d'autres personnes encore plus loin. On a ces échanges artistiques qu'on a avec, par exemple, les artistes de session qu'on peut engager, par exemple. On peut vivre de notre passion. Je pense que c'est aussi ce que recherche beaucoup de monde dans beaucoup de métiers, dans beaucoup de métiers créatifs surtout. On peut bosser en slip. C'est con, mais bah oui, on est à la maison. Théoriquement, une journée de composition, pour vous faire envie, comme je les vis par exemple, je me lève pas à l'heure que je veux, oui et non, ça dépend vraiment de l'emploi du temps, ça on y viendra, mais je me lève admettons à 9-10 heures, j'ai le temps de me sortir du pieu, de prendre ma petite douche, d'aller boire mon petit café sur le balcon, fumer ma petite clope, et je démarre mon ordi, je commence à travailler, mais
je suis déjà en train de travailler. C'est-à-dire qu'un compositeur doit se mettre dans le mood. Donc, une chose qui est un avantage et un défaut à la fois, c'est que on est considéré par les gens, et on peut même soi-même se considérer comme étant un peu en vacances, mais en fait on ne l'est jamais. C'est-à-dire que la charge de travail, vous le verrez, rejoint très très vite une charge de travail d'un emploi lambda, en fait, d'un emploi tout à fait normal, voire plus suivant les périodes de rush. C'est vraiment une question de gestion. D'ailleurs, on peut effectivement se gérer. Alors, comme le principe du travail est agréable, on peut régulièrement avoir l'impression d'être en vacances alors qu'on n'y est pas du tout. Et inversement, comme on ne gagne de l'argent que comme ça, on peut potentiellement culpabiliser et ne pas vouloir prendre de vacances parce qu'on sait que ça représente une perte d'argent. Bah, c'est une question de self-management, en fait, tout voilà, bêtement. On est vraiment à la fois tout le temps en vacances et jamais en vacances. Voilà, après, on vous expliquera comment se passe par exemple le monde professionnel au niveau des budgets, de ce qui nous est alloué, etc. Mais voilà, en gros, il y a quand même des avantages, effectivement. Je pense que entre la gestion personnelle du temps de travail et les rencontres sont mes deux préférés, parce qu'effectivement, on peut rencontrer du monde, et ça, c'est fantastique, parce qu'on peut s'instruire non-stop, on peut vraiment évoluer dans ce monde-là. Après, par contre, Jean-Gabriel, tu vas nous parler aussi des désavantages, parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Déjà, il faut voir que c'est un métier qui est très irrégulier. C'est-à-dire que on va pas avoir des contrats tous les lundis à 16h. On se les cherche et il faut vraiment avoir une bonne réputation, réussir à se créer un carnet d'adresses conséquent si on veut commencer à avoir des rentrées de contrats régulières. Ouais, surtout au début. Je donne pour exemple mon tout premier contrat. Faut savoir que les gens pensent que hop là, American Dreams, hein, tu chopes un contrat, le contrat de ta vie, c'est bon. Ça arrive une sur 10 millions, et encore, je suis gentil, il faut vraiment avoir galéré avant. Bref, mon premier contrat, je n'ai touché que très très peu. Par exemple, j'ai touché 1500 $ australiens, ce qui fait 800 €. Hein. Donc c'est très peu pour produire quand même une bande son de plus de 35 minutes. Y mettre beaucoup de temps. Donc j'ai dû gagner l'équivalent de, je sais pas moi, 1 € de l'heure de travail, et encore je suis gentil. Et c'était mon premier contrat, et le contrat suivant n'est arrivé que 8 ou 9 mois après. Mais effectivement, au début, surtout au début, c'est même pas régulier, c'est plutôt sporadique, on va dire. Hein, Oui, complètement. De la même manière, lorsqu'on a un contrat, c'est beaucoup de travail, parce qu'il faut vraiment se rendre compte que le compositeur arrive en post-production, à la toute fin de la chaîne, et on a souvent très peu de temps pour faire les musiques. Les délais, c'est vraiment très dur à tenir, parce que on peut potentiellement nous demander une demi-heure de musique à faire en 3 jours. C'est rare hein, quand même, c'est de là, mais ça peut arriver. Ça y est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Encore exemple de nouveau. Hein, je crois que toi aussi, ça t'était arrivé pour une musique. Oui. Il y a même pas un mois, ça m'est arrivé. Hein. Oui, puis je me souviens quand il y a à peu près une année, on était en rush. Non, en juin dernier, moi j'étais en rush pour un jeu. Toi, tu étais en rush pour je ne sais plus quoi. Et c'est vrai qu'on se parlait, c'était 3, 4, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Au final, on allait finalement se coucher, et on avait travaillé toute la nuit, les deux, chacun sur notre projet, mais effectivement, parce qu'on était en rush. J'ai travaillé, je me souviens, je crois, 4 ou 5 jours d'affilée, mais non-stop, c'est-à-dire que je me levais pour travailler, j'allais me coucher et je me relevais pour travailler. Donc là, à ce moment-là, il faut supporter ça. Et c'est une partie de la gestion personnelle qui n'est pas un avantage, parce que honnêtement, on ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas testé. C'est vraiment difficile de garder ce rythme-là sans avoir quelqu'un qui nous dit de le faire. 14-16 heures par jour pendant une semaine, à la fin de la semaine, ça commence à tirer. Et en termes de fatigue, c'est dur d'être aussi efficace que le premier jour. Oui, surtout qu'étant à la maison, on a bien envie des fois, on est vite l'appel du canapé, de la petite pause, etc. Donc c'est quelque chose aussi où c'est pas un avantage en soi en fait. Vous voyez, on tourne déjà certaines choses qui étaient des avantages en désavantages. Le compositeur porte plusieurs casquettes. Donc il y a la casquette bien entendu de compositeur, hein, c'est la principale, mais il y a aussi commercial. Il y a beaucoup trop de personnes qui se disent « Je suis bon, donc ça suffit, on me trouvera ». Oubliez le rêve américain, oubliez le rêve du « je suis une star » ou même si vous faites un buzz ou quoi que ce soit, oubliez. Popularité et buzz ne riment pas avec professionnalisme. Si maintenant, demain, en étant amateur,
l'un de vous fait une composition, une reprise, c'est souvent des reprises, faut pas oublier, et que ça fait le buzz mondial, ça fait 10, 15, 20 millions d'écoutes ou de lectures, ça ne veut pas dire que demain, le jour d'après, quelqu'un va venir toquer à votre porte, vous envoyer un mail pour vous dire hey, j'adore votre travail, hein, je vous engage, c'est Universal Music, vous allez travailler avec Hans Zimmer. Non, c'est faux, ça ne marchera pas parce qu'ils veulent du professionnel, ils veulent pas du mec qui est connu, ils s'en foutent de ça. Ils veulent surtout une personne sûre, c'est-à-dire une personne qui a un CV. C'est jouer la sécurité si on sait qu'une personne est capable de faire quelque chose. Être connu, ça veut pas dire qu'on a un bagage suffisant pour avoir du professionnalisme. Beaucoup de compositeurs sont à la recherche du like, notamment parce que c'est un travail qu'on fait quasiment tout seul. Mis à part quand il y a vraiment du budget, on a les moyens de s'entourer de personnes supplémentaires. On travaille en continu devant l'ordinateur, on peut se désocialiser. Ça peut être pesant et beaucoup chercheront une reconnaissance sociale via toute leur vie virtuelle, via SoundCloud, Facebook, tout ça. La solitude dans le travail est encore un des désavantages qu'on peut enregistrer. Voilà, c'est pesant, sachant qu'un compositeur professionnel ne va pas poster tout ce qu'il fait. Un compositeur professionnel, il est lié au secret de la non-divulgation pour beaucoup de projets. Par exemple, je ne mets aucune musique que je fais pour les jeux sur lesquels je travaille. Je ne peux pas, bien entendu, c'est normal. C'est ce qu'on a. Ce serait livrer des musiques que je vends au public gratuitement, parce que on sait à l'heure actuelle que tout le monde peut télécharger quoi que ce soit. C'est beaucoup de travail aussi. Un compositeur ne fait pas une grosse musique par semaine ou par mois. Il doit être capable, comme on le disait, dans un très court laps de temps, d'imaginer, créer, modifier, compléter et rendre une composition qui va plaire. Et ça, c'est encore autre chose. Selon des critères qui changent, d'accord, constamment, et garder sa passion. Ça, c'est difficile, mais primordial. Et en gros, on doit livrer clé en main une musique qui va coller avec ce qui est voulu, dans un court laps de temps. C'est un boulot monstre et je pense que lors d'une session live qu'on fera, parce que comme vous le savez, il y aura des sessions live, on va vous montrer ce qui est vraiment, soit Jean-Gabriel et moi, ce qui est vraiment la création de A à Z d'une petite musique courte, bien entendu, mais vraiment ce que ça implique en fait au niveau de composition. C'est quand même un travail qui est ardu et même pour quelqu'un comme nous qui avons mine de rien pris l'habitude de composer. On parle en plus là de manière hypothétique, dans l'idée où le projet sur lequel on travaille nous plaît. Imaginez combien c'est difficile de travailler quand en plus on travaille sur des projets qui sont tout sauf inspirants parce qu'on les estime assez mauvais. On est obligé de fournir quelque chose en cherchant à atteindre une qualité alors que ça nous coupe toute inspiration et il faut être capable de pouvoir travailler, vraiment fournir un matériau musical de qualité malgré le manque d'inspiration et ça peut être très dur également. Oui, alors c'est ça un des plus gros le travail le plus ardu qui prend le plus de temps souvent est effectivement l'inspiration. Là, je prends en compte un des contrats que j'ai eu, bien entendu sans citer quoi que ce soit, où j'ai travaillé peut-être sur 30 versions d'une seule musique de 3-4 minutes. D'accord, une trentaine de versions, ce qui m'a pris énormément de temps pour qu'au final, quand j'ai rendu ce qui devait être la bonne, on me dise ouais, au final non, on va prendre une autre que t'as fait. C'est comme ça. On a travaillé 2 jours, 3 jours avec des modifications, avec aussi la recherche. C'est de la recherche, c'est avant de composer même. Je parle de vraiment faire de la recherche. Se poser, écouter des choses qui nous inspirent, faire des petits essais, faire de la recherche, même coucher dans son lit au moment de dormir, hein, ça prend des heures. Et qu'au final, non, ce soit pas ce qu'il faut. C'est pareil pour beaucoup de domaines, mais effectivement. Que vous soyez la future star de la musique, de film, de jeux vidéo, peu importe, sachez qu'au bout de 2 ans de travail dans l'industrie de la musique, vous n'aurez plus d'ego. On peut être un des meilleurs, il y aura toujours des gens qui ne seront pas satisfaits par ce qu'on fait et on s'en prendra vraiment beaucoup dans la tête. Et c'est pas péjoratif, c'est une bonne leçon. On doit être capable, en 2 coups de cuillère à peau, c'est bête, mais de pouvoir se conformer aux critères, à être le plus rapide, à se dire ok, vous voulez tel style de musique, moi je peux le faire, je peux m'y mettre, même si je l'ai jamais fait, je peux vous le faire. Pourquoi ? Parce que ça va nous faire rebondir sur une autre chose qui est la concurrence. La concurrence, au vu du nombre de compositeurs qu'on a cités tout à l'heure,
Rien qu'en dans les amateurs confirmés, je vous parle aux amateurs confirmés, hein, parce que les amateurs confirmés peuvent se faire de l'argent, comme on a dit. Beaucoup de compositeurs qui n'ont pas compris que justement le like et l'écoute se faire juste connaître ne servait pas à grand chose, bradent leur service. Beaucoup se proposent de faire des choses gratuitement. Et ça, honnêtement, si vous nous écoutez et que vous êtes compositeur, ne le faites pas. Ça ruine beaucoup de choses. Ne le faites pas pour une seule raison. Vous valez mieux du travail gratuit. Tout travail mérite salaire. D'accord? Le fait d'être payé et de rechercher quelque chose et de vendre vos services, pas besoin de vendre ça cher. Il faut justement savoir faire une étude. Et au pire, demander. Demandez à un compositeur plus aguerri combien à peu près vous pouvez facturer, etc. N'hésitez pas, il y en a beaucoup autour de vous. Si vous écoutez, vous êtes compositeur ou vous connaissez ou vous aimez ça, donc vous devez en connaître. Il y a de ça, il y a les critiques, il y a les refus justement de contrats. Pourquoi? Parce que, ah ben tiens, moi je vous fais votre musique de votre film court de 15 minutes de musique, je vous le fais pour 1000 €, d'accord? Ce qui est très peu, hein, à la base, je parle de si vous savez produire quelque chose de qualité. On vous dira, ah non, désolé, on a trouvé un compositeur qui nous le fait gratuit. Eh ben, voilà. Ben, comment vous voulez commencer si vous avez toujours un gars qui fait pas forcément de la moins bonne musique que vous, hein, quoique, va se proposer gratuitement? Je dis quoique parce que souvent un compositeur qui se propose gratuitement, c'est parce qu'il n'a pas confiance en ce qu'il sait faire. C'est ça le problème. C'est que si on a confiance en ce qu'on sait faire, on dit non, je menais ce que je sais faire. Vous voulez de la qualité, il faut la payer, c'est normal, c'est un métier, même s'il est exercé à temps partiel, c'est-à-dire en mode semi-pro ou amateur confirmé. Cédric parlait tout à l'heure du budget et des compositeurs qui bradent leur prix. En musique de film, le salaire est un budget, c'est-à-dire que lorsqu'on vous dit « Ok, je te paye 20 000 $ pour ce film », faut compter une grosse partie, ça peut être 6 000 à 8 000 $ pour le budget qui sera pour des instrumentistes, pour le studio, pour tout ce qui est ingé son, pour beaucoup de choses qui entrent dans la production et qui coûtent au final très cher. On ne se retrouvera pas avec 20 000 $ sur notre compte. Ah non, surtout qu'en plus, on paye des impôts, on paye des taxes, etc. Mais je veux dire, à savoir que quand on dit ici 8 000 $, ça peut être plus. Hein, ça peut passer même à du 15 000 $ sur 20 000 $. 15 000 seront pour la production. Pourquoi? Parce que plus vous ferez une meilleure production et vous rendrez un travail nickel, au-delà même des attentes, etc., plus vous aurez justement à ce moment-là, oui, la chance d'avoir un très bon CV pour la suite. Donc des fois, effectivement, un compositeur, quand on parle de 20 000 $, c'est pas énorme. Hein. Même 20 000 €, c'est pas énorme pour un film entier ou un jeu. Vous toucherez peut-être que 4 ou 5 000 € au final pour vous. Vous aurez mis tout le reste en production. C'est très important. Mais voilà, au final, vous aurez touché pour peut-être 1 mois, 2 mois de travail acharné, voire plus, hein, peut-être 3, 4 mois, 5 mois. Sur un seul contrat, vous aurez touché que 4 ou 5 000 €. Vraiment, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc quand quelqu'un vous dit, un compositeur vous dit « Oui, j'ai eu un contrat de 50 000 €. » Oui, il vous dit 50 000 €, il a oublié de vous dire qu'il en touchera 10 000 seulement. Faut pas oublier. Je crois qu'on est bon pour les désavantages. C'est pas vraiment des désavantages, c'est des petits ou moins petits. Hein. C'est simplement, faut tout prendre en compte. C'est pas un job tout rose, mais ça reste quand même un job qu'on a envie de faire. Simplement, pourquoi il y a si peu de professionnels qui le restent, c'est parce que, oui, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que c'est pas du tout comme on croit. Ça reste un travail, un métier. C'est pas, c'est pas pilote de ligne, c'est pas star, c'est pas mec trop connu. Non, c'est un boulot où pendant des heures, on est enfermé chez soi, tout seul. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un template orchestral de base dans Cubase. Alors, quand je dis de base, c'est vraiment l'ultra base en quelque sorte pour que vous puissiez comprendre le principe et moduler ça en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, pour ça, il y a 2 moyens. La première, c'est via des pistes instruments. J'aime beaucoup faire ça, mais ça utilise beaucoup de ressources pour l'ordinateur. Et la deuxième, c'est via les pistes MIDI. C'est la manière de faire la plus répandue, donc c'est ça que je vais vous montrer.
Alors, lorsqu'on charge un projet vide Cubase, on tombe sur cette grande fenêtre. Et la première chose qu'il faut faire, c'est se rendre dans les périphériques et aller sur les VST instruments. On peut également appuyer sur F11 pour cela, pour le faire apparaître ou disparaître. Donc les VST instruments, c'est la fenêtre qui va nous permettre de charger les lecteurs de banque. Donc Contact, dont on a parlé précédemment, Play ou Engine pour d'autres banques de sons. Donc ici, la première instance que je vais charger sera une instance de Contact 5. Ça me demande si je veux créer une piste MIDI associée à Contact 5, donc forcément oui. Alors ça m'a créé ma première piste MIDI. Ce qui a été créé au-dessus, ce sont des pistes pour une utilisation particulière dont vous n'aurez pas besoin au début, clairement pas. Donc je vous conseille juste, via cette petite icône, de plier le dossier et de ne plus y prêter attention. On peut sortir d'ici. Vous avez donc ici les informations correspondantes à la piste. On peut voir ici que l'instance lancée est celle de Contact 5, la première instance de Contact 5, et que la voix est la voix numéro 1. Donc je vais ouvrir Contact via ce petit bouton et je vais vous décrire un petit peu ce qui se passe. Donc voilà Contact. Ici ce sont mes banques, entre autres. Et je vais pouvoir charger mon premier instrument. Donc je clique sur un des instruments. Par exemple les cordes aiguës. Et je vais charger des cordes. Donc voilà. Voilà, donc vous avez votre première piste qui a été créée. Maintenant, ça pourrait être bien d'en créer plus. Pour ce faire, dans l'endroit où la première piste est apparue, dans cette colonne, vous allez faire un clic droit et cliquer sur Ajouter une piste MIDI. Ça vous ouvre cette fenêtre. Vous pouvez choisir le nombre de pistes que vous souhaitez ajouter et vous ajoutez. Vérifiez bien que c'est Contact qui est toujours référencé sur ces pistes, comme on peut le voir ici. Et normalement, si tout se passe bien, pour chaque piste, la voix sera différente. La voix qu'on peut appeler également le MIDI channel. Je dis ça parce que la voix que vous voyez là, celle-ci, correspond au MIDI channel, MIDI CH, que vous voyez ici. C'est donc celui-ci. Lorsque vous chargerez d'autres instruments, par exemple si je charge des pizzicato en plus, le MIDI channel ici sera le MIDI 2. C'est-à-dire que je jouerai sur les pistes en conséquence de ces numéros. Pour donner un exemple, la première piste ayant le channel 1 comme le premier patch activera le premier, et la deuxième, channel 2 pour un channel 2, activera les pistes. Et ainsi de suite pour les autres patchs. Donc je vais charger rapidement une fausse template parce que ce n'est pas nécessairement ce que je chargerai. Je fais une fausse manipulation, donc je fais exactement ce que je vous ai montré. Voilà. Donc voici, mettons, mes cordes, qui sont je vais charger d'autres choses pour les exemples, ce sera plus simple. Tout ça, ce sont mes cordes. Maintenant, je peux, pour mieux m'y retrouver, marquer le nom de chaque piste en conséquence du patch afin de m'y retrouver.
Donc, je ne sais plus précisément ce que j'ai chargé puisque j'ai fait à la vite. Par exemple, ici, 100. Je vais le marquer à l'anglaise. Donc vous marquez bien évidemment ce que vous voulez pour comprendre de quelle piste il s'agit. Je marque en conséquence de ce à quoi je suis habitué. Cette piste n'a rien, donc je la supprime. Donc, mettons que je n'ai besoin d'utiliser que ceci. Ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais à nouveau faire un clic droit ici et créer une piste répertoire. La piste répertoire que je vais appeler par exemple chords ou strings au choix. Comme j'ai commencé à l'anglaise, je vais continuer à l'anglaise. Je la place au-dessus et je n'ai plus qu'à sélectionner la première piste, appuyer sur majuscule, donc Shift, et sélectionner. Grâce à cela, le fait de maintenir Shift me permet de sélectionner un ensemble. Et je n'ai plus qu'à les tirer à l'intérieur du répertoire. Ce qui me permettra, tout comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec ce dossier qui n'était pas intéressant, d'avoir toutes mes cordes regroupées ici. Là-dessus, vous pouvez, si vous le souhaitez, changer la couleur des pistes via cette petite flèche ici. Vous pouvez uniformiser, ça sera au final le plus simple quand vous avez une grosse template. Vous avez les bois, les percussions, les chœurs, de l'électronique en plus, beaucoup d'effets. On s'y perd très vite et les couleurs et les pistes répertoires sont très pratiques. Notamment, d'une part pour s'y retrouver, mais également ces répertoires afin de pouvoir cacher ce que vous n'utilisez pas et ainsi avoir une vision beaucoup plus claire de ce sur quoi vous travaillez. Maintenant que j'ai, mettons mes cordes qui sont prêtes, je vais pouvoir repartir dans les périphériques, à nouveau dans les VST instruments, et charger une deuxième instance pour mes cuivres. Pour ça, je vais utiliser Play, qui est un autre lecteur de banque, mais les deux banques de East-West. Donc ça n'a rien à voir avec Contact. J'ai donc créé ma première piste de l'instance Play. On peut le voir. Deuxième instance, Play, Play. MIDI channel numéro 1. Et j'édite. Alors, voici Play, ça paraît compliqué comme cela. Tout ça, ce sont des tas de petits effets qu'on peut retoucher en fonction des banques. Là, ça n'est pas important pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Browser pour accéder à tout le panneau qui n'est pas pour les effets et pour régler les patchs, mais pour les choisir. Ici, donc, je me retrouve avec les banques que j'ai dans cette fenêtre. Et ici, c'est une arborescence de dossiers qui me permettent d'aller chercher mes instruments. Par exemple, là, je vais commencer à aller chercher les cuivres. Alors, ça peut être un peu long à charger parce que le logiciel que j'utilise en parallèle pour enregistrer tout ça est assez lourd pour l'ordinateur. Donc oui, effectivement, ça met du temps à charger. Oui, c'est même beaucoup plus long que d'habitude. Les logiciels que j'utilise utilisent beaucoup les performances de l'ordinateur. Voilà, donc.
Donc on a notre corps qui est chargé. Le corps est chargé ici. On peut voir le nom du patch ici. Dans le MIDI channel numéro 1. En fait, la disposition est très différente de contact, mais les principes sont exactement les mêmes. Et je vais pouvoir aller donc du coup chercher d'autres instruments. Par exemple les trompettes. Je vais prendre des trompettes en sustain que je vais ajouter et non pas remplacer. Car si j'appuie sur remplacer, en fait ça va me remplacer ce patch que j'ai déjà chargé. Alors que là, j'ai juste besoin d'ajouter. Donc j'ai bien chargé mon corps ici et mes trompettes là. Les corps sont en channel 1, les trompettes sont en channel omni, ce qui ne va pas, ça veut dire que le channel 1 peut les jouer aussi. Donc je vais les mettre en channel 2 et créer la piste MIDI en conséquence. Je vais en créer un peu plus parce que je vais charger également des trombones. Hop, je marque ici bien que j'ai le channel 2 et le channel 3 pour le prochain instrument. Et je charge également donc des trombones en sustain que j'ajoute. Et que je planifie en channel 3. Je peux ajouter un dernier instrument pour compléter la section. Des low brass en sustain. Comme ça j'ai toute la section qui est chargée. Vous pouvez voir les corps ici. Les trompettes là. Ah, vous voyez, ça c'est une erreur typique, je me suis trompé. C'est contact qui a été chargé. Donc je clique et je vais chercher play à la place. Du coup, j'ai fait exactement les mêmes erreurs ici. Voilà. Les trombones. Ah, les trombones. Et les low brass. Qui sont en omni. Vous voyez tout l'intérêt de... qui était en channel 1, pardon. Tout l'intérêt de bien faire les liaisons comme il faut. Une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à renommer. Exactement comme pour les cordes. Comme pour les cordes, créer avec un clic droit une piste répertoire qui s'appellera brass cette fois-ci. Vous sélectionnez, vous appuyez sur majuscule, ça vous permet de tout sélectionner et vous tirez dans ce répertoire. Vous pouvez adapter la couleur. Après, tous les cuivres sont de cette couleur. Et vous aurez donc vos cuivres ici. Vous pouvez, du coup, lorsque vous composez uniquement pour les cordes, vous pouvez soit muter tous les cuivres, ou au contraire, tout d'un coup, vouloir les écouter seuls, les mettre tous en solo, et inversement. Si votre template est trop grande, vous pouvez tout bêtement, alors parce que ça devient difficile au bout d'un moment de bien y voir, enlever les cuivres pendant que vous travaillez sur les cordes, ce qui permet d'avoir de la visibilité. Et vous pouvez donc continuer avec les VST instruments que vous allez à nouveau chercher dans les périphériques avec F11 ou avec F11. Et vous pouvez charger ensuite des bois ou ce genre de choses en fonction de ce dont vous avez besoin. Et vous refaites exactement la même chose pour chaque section et chaque type d'instrument que vous voulez séparer des autres. Avec ça, vous devriez pouvoir créer une template de base telle que vous le souhaitez et qui vous permettra de composer facilement. Alors, comme je l'ai déjà dit, ça, c'est vraiment les bases. C'est ce qui permet
de commencer à composer facilement. Après, il y a toute la notion de plugins à rajouter, tels que les réverbérations, tout ça, mais ça, on le verra une autre fois. Donc voilà, j'espère que ça vous servira, et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier test d'une banque de samples dans le cadre de l'émission Le Compositoire, avec en partenariat The Audio Spotlight. Alors aujourd'hui nous testons la banque de samples Soaring Strings, ou Soaring Strings en français, qui est une banque de cordes donc, qui comprend des basses jusqu'au violon, avec pour point fort les legatos, c'est-à-dire les ligatures entre les notes, quelque chose de relativement dynamique que j'ai eu plaisir à tester, et on est donc parti pour ce premier test. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà il n'y a pas de staccato, il n'y a pas de dynamique short. Ici, vous aurez uniquement des notes longues, c'est-à-dire des parties legato, donc avec des instruments virtuels de legato, et des instruments de sustain, c'est-à-dire de notes longues sans forcément avoir des legato. Malgré tout, ça vous permettra de créer rapidement et facilement en peu de pistes, donc 4 ou 5 comme sur la vidéo, un ensemble orchestral de cordes. Pour commencer ce test, j'ai pris 4 pistes. La piste des violons legato en bleu, la piste de toutes les cordes en notes longues en vert, la piste des violas legato en jaune, et ainsi que la piste des violoncelles legato en violet. Alors comme vous pouvez le voir, ça sonne déjà pas mal de base, donc là j'ai vraiment rien modifié au niveau des sons. Franchement, au niveau du son, j'étais vraiment très content la première fois que j'ai testé. Là on va fractionner un petit peu pour que vous entendiez un peu comment ça sonne piste par piste. Donc ça c'était pour la piste des ensembles, maintenant on va mettre les violas et les violoncelles en même temps. Puis les violons et les violas. Là, sans la piste des ensembles, que vous puissiez voir, juger de la dynamique des legatos. Puis avec. Alors comme vous pouvez le voir, la gestion de l'expression et de la puissance, donc la vélocité des cordes est franchement très bien. Là pour ça, je suis très content. On verra avec les autres instruments, parce qu'il y a plusieurs autres, il y a les softs aussi qui sont très très bien. Mais on peut vraiment pousser très fort.
Ensuite, au niveau panoramique, les sons sont très bien redistribués, c'est-à-dire qu'on a vraiment une largesse, une largeur d'orchestre, c'est-à-dire les contrebasses sont vraiment à droite au fond, et les premiers violons vont vraiment jusque tout à gauche. Donc on a vraiment un panoramique qu'on n'a pas besoin de retoucher à la base. Alors attention néanmoins à ne pas surutiliser la vélocité et la puissance de l'ensemble des notes longues parce que si on ne retouche pas, ça peut saturer si on met trop de fréquences ensemble. C'est peut-être un petit bémol car si on pousse vraiment au maximum, on a une légère saturation et des pics au niveau des aigus. Alors pour cela justement il y a les autres patchs qui sont ceux des cordes légères soft que je vais vous montrer là maintenant avec la partie violon uniquement. On note tout de suite la différence si maintenant je mets exactement le même passage sur les cordes normales. Alors on sent bien que l'exagération de vélocité se fait tout de suite ressentir. Dès qu'on redescend, ça va, mais si je mets la vélocité à son maximum comme là, ça sature un petit peu. Maintenant, on prend l'ensemble soft et vous verrez que ça sonne tout de suite mieux. Donc la chose à faire attention avec cette banque de samples, donc c'est de bien répartir les fréquences. Du moment où vous avez donc mis des accords sur les cordes soft, vous pouvez ensuite remplir avec du violon, du viola, etc. Ça vous laissera la place parce que si vous mettez un ensemble de cordes qui jouent trop fort, normalement il n'y a plus de place pour des violons solo ou une partie de violon 1 ou violon 2. Vous allez voir tout de suite ce que ça rend dès qu'on rajoute des cordes, que ce soit violon, viola et ensuite les basses. Donc ensuite il est très facile de rajouter une seconde voix pour les violas, ce qui redonne un petit peu du corps et du panoramique. Puis on rajoute les basses sur la piste des cordes longues normales, ce qui va donner du coffre.
Chaque patch étant simple et déjà préconfiguré, il n'y a que très peu à changer. Sauf si vous voulez un son unique, ce que je vous conseille tout de même. Sur les patchs de Legato, la fonction To Silence permet d'avoir un fade-out propre lorsqu'on baisse la molette. Il est aussi disponible sur les patchs de notes longues. Ça vous permet en fait d'avoir une descente autant de la vélocité que de l'expression jusqu'à un silence total, ce qui est vraiment pratique. Ça évite de configurer un deuxième contrôleur MIDI. La fonction répétition, ça nous permet d'avoir des reprises de notes plus rapides lorsqu'on veut faire suivre 2 fois la même note, ce qui permet notamment un peu plus de dynamisme dans les reprises de phrasé. Au final, Soaring Strings est une très bonne alternative pour ceux qui cherchent un son propre modulable, enfin assez modulable, tout en gardant de bons legato et un son large. Je pense que au niveau du panoramique, c'est vraiment très correct. Les effets d'ensemble et d'harmonie, laissant ressortir quelques vibratos, sont franchement très bons et donnent de la couleur au rendu final. On peut composer vite et avoir un rendu de son proche de ce qu'on va entendre une fois le son mixé. Il y a très peu à faire dessus. Alors le petit bémol, ce seront les legatos un peu trop marqués lors de passages rapides et lors des changements de vélocité qui s'occasionnent en même temps. C'est pas handicapant, mais il faut travailler dessus pour avoir un son un peu plus rendu. Vous l'aurez peut-être entendu 2-3 fois dans mes démos. Un gros plus est sa faible demande en ressources. Les samples se chargent très vite et ne prennent pas la moitié de votre mémoire. Le rapport qualité-prix personnellement m'a séduit, même si je pense qu'un petit discount serait pas de refus, car à l'heure actuelle c'est à 249$, ce qui vaut à peu près 210 €. On espère que Musical Sampling nous pondra une banque de cordes spéciale staccato et notes courtes pour parfaire l'ensemble. Voilà, c'est la fin de ce test, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous envoyer suggestions et questions dans les commentaires de la vidéo, soit via la page du compositoire, dans les liens de l'émission, et je vous retrouve très vite pour un nouveau test. À bientôt! Alors, pour ce premier morceau qui nous a été envoyé par Joris Pilier, je dois avouer que j'ai été assez surpris en bien par la direction qui a été prise. Je ne m'attendais pas du tout à entendre ce style-là, et il y a des choses vraiment pas mal. Alors pour décortiquer un petit peu, l'introduction sur un bourdon avec juste une évocation du thème à la cornemuse est une bonne chose pour à la fois annoncer le thème qui arrive et poser l'ambiance et le style du morceau. Par la suite, la présentation du thème est bien faite. C'est peut-être juste dommage que tu n'aies utilisé que des articulations courtes dans l'orchestration des cordes. Mais bon, ça peut être un parti pris pour renforcer le côté énergique. Enfin, quand même, quelques notes tenues et plus longues par-ci par-là, ça aiderait à varier l'orchestration et apporter un intérêt supplémentaire. Ensuite, l'arrivée sur les bois à 36 secondes est bien faite et donne une nouvelle couleur qui est intéressante, alors que c'est vrai qu'on se serait plus lassé si on était resté sur la cornemuse. Donc ça c'est bien. Ensuite, à la toute fin de la première partie, donc de 52 secondes à 55 secondes, tu ramènes un glockenspiel, ce qui est très bien pour ajouter un côté féerique et amener la transition.
Mais pour le coup, du coup, il y aurait moyen de renforcer un peu l'effet féerique en rajoutant des cordes en trémolo pour doubler le glockenspiel, ou pour renforcer également l'harmonie. Bon, au final, du début jusqu'à 55 secondes, c'est bien mené et de manière générale, tout ce que j'ai dit, c'est vraiment du détail qui n'est pas très important, même si, bon, les détails, c'est aussi ce qui permet de magnifier un morceau. Après ça, tout est bon jusqu'à 1 minute 14, franchement. Tout est très bon. À partir de là, et jusqu'à 1 minute 20, par contre, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Les corps qui timbrent apportent une nouvelle couleur et un contre-champ qui relance. Mais il faut faire attention car il y a quelques notes étrangères aux harmonies qui peuvent gêner un peu l'auditeur. Donc il faut vraiment faire attention juste à quelques notes pour uniformiser toutes les harmonies. Et enfin, pour finir, à partir d'1 minute 20 jusqu'à la fin, c'est un bon final, je trouve. Alors j'aurais bien parlé du son et de la programmation, de l'orchestre virtuel, mais étant donné que le morceau a été composé sous Notion, qui est un éditeur de partition et non pas un séquenceur, ça ne serait pas judicieux d'en parler, car je comparais avec ce qui est faisable sous un séquenceur, justement. Donc franchement, dans l'ensemble, c'est réussi. Moi, j'ai été content d'écouter ça rend bien. Donc, félicitations, et on passe au deuxième morceau. Alors, pour ce second morceau que nous avons reçu de Sylvain Bréau, j'espère que ça se prononce comme ça, ce qui est marrant, c'est que je sortais d'une partie de Age of Empires 2 quand je l'ai écouté, et que j'ai trouvé ça très ressemblant. Alors, attention, c'est quelque chose de très positif que je te dis, puisque il faut pas oublier que même si les musiques de ce jeu datent d'il y a 15 ans, elles ont été faites par des professionnels qui avaient du matos de pointe à l'époque, et que si je laisse les musiques dans ce jeu, c'est qu'elles sont très appréciables et tout à fait écoutables pendant qu'on joue sur des parties de 2 heures. En gros, on sent que tu as cherché à t'approprier la mélodie en ralentissant le tempo de une, puis en disposant tes instruments de manière plutôt correcte. Ensuite, tu as fait une intro avec des violoncelles simples, en rajoutant peu à peu de l'orchestre et en éditant les raccords, puis en dédoublant les staccatos de violon. Ça, j'ai bien apprécié. J'aime bien la transition à 45 secondes, ça s'adoucit, on change de décor en même temps que je change de suite d'accords dans la piste MIDI. On entend une comptine médiévale renaissance avec des réponses et du dialogue entre les flûtes, les célestas, le basson, les pizzicato, puis les trompettes et les euphoniums pour atterrir sur une terminaison de cordes. Là-dessus, j'ai trouvé ça très très bien. Je pense que sur l'aspect technique, tu n'as pas de VST et de bande de son tout à fait, on va dire, récente, ou peut-être de séquenceurs récents non plus, mais je pense que si tu avais eu ça, ça aurait donné quelque chose d'encore plus sympa. Donc j'espère me tromper bien entendu, mais on sent que tu mets à contribution tes samples au mieux,
malgré peut-être l'absence de legato et de choses du genre, certainement dû à la limite technique de tes samples. Sur le départ, moi personnellement, j'aurais rajouté un peu de réverbération sur tes violoncelles et sur l'orchestre en entier pour enlever cet effet un petit peu sec. C'est-à-dire que tu peux un petit peu éloigner tes instruments, rajouter un petit peu de réverbération, ce qui donne un tout petit peu de profondeur. Et par exemple, sur les violoncelles au tout début, on sent que c'est très très sec, ça donne un petit peu un aspect tout seul et un petit peu mécanique. À 45 secondes encore, faire durer sur la mélodie de flûte la dernière note pour faire couler un petit peu le phrasé avec la réponse des Célestas, ça aurait donné une meilleure transition. Bon, ce sont des tout petits détails, hein, rien de bien handicapant. En plus, vous avez fait ça relativement vite. Donc, nous, ça nous plaît bien. Dans l'ensemble, le plan central, c'est que tu as bien réinterprété la composition, que l'orchestration compte tenu de tes samples est très correcte. N'hésite pas à tenter des variations, par contre, de temps à autre. Donc, tu peux faire tout d'un coup le volume qui se baisse, les instruments qui s'arrêtent, une baisse de tempo, puis une reprise. Pour donner un petit peu de couleur à ce que tu recherches à raconter avec ta musique. Après, au niveau de la durée, moi je trouve ça très bien. Tu aurais pu faire plus long, plus court, il n'y a aucun souci. Mais voilà, essaye bien de raconter quelque chose en essayant de pallier peut-être au manque de puissance de tes VST en faisant des petites recherches supplémentaires. N'hésite pas à rajouter peut-être de la mélodie. J'ai entendu que tu as rajouté peut-être certaines réponses d'accords avec certains instruments, donc ça j'ai bien aimé. En tout cas, nous, ça nous a fait très plaisir. Ça nous fait bizarre en même temps d'entendre des gens réinterpréter et réorchestrer ce qu'on a composé. Si tu as des questions supplémentaires par rapport à ça et par rapport à nos retours, n'hésite pas à nous contacter par mail. J'espère qu'au futur, vous continuerez à nous envoyer des morceaux. Nous, ça nous fait très plaisir et on adore écouter ça. Voilà. Alors, les news pour cette émission, on vous a fait un petit résumé de ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Alors, du 21 au 22 mars à Zurich en Suisse, au Théâtre Eleven, se produira le Video Games Live. Si vous avez l'occasion ou si vous n'êtes pas trop loin, vous conseille d'y aller, c'est vraiment une expérience sympa. Ensuite, le 30 avril, au Grand Rex à Paris, il y aura le concert John Williams. Ensuite, une news sur les jeux vidéo, concernant le jeu Far Cry Primal, pour ceux qui aiment les jeux vidéo. Le compositeur Jason Graves, qu'on apprécie bien, a été annoncé comme compositeur pour ce jeu-là. Et enfin, pensez à regarder les gagnants des Oscars en musique de film, il y a beaucoup de très bonnes nominations cette année. Et ça se passe de la nuit du 28 au 29 février. Ensuite, on va vous annoncer la sortie d'une nouvelle banque de VST, récemment, et celles qui vont sortir, ainsi que les soldes, parce que oui, il y a des soldes aussi pour les VST, pour les plugins, donc c'est intéressant à savoir. Alors, il y a beaucoup de banques de guitare dans ce qu'on va annoncer. La première est une banque de 8Dio, qui est la Electric Guitar Solo, qui vient de sortir. Le prix d'introduction est à $99 jusqu'au 15 mars. À partir de là, ça passera à $139. Ensuite, Indigenous Renegade Electric Guitar lance un prix d'introduction jusqu'au 29 février. Donc attention, il vous reste très peu de temps. À $49. Après, ça repasse à $59. Donc c'est une guitare très axée rock qui a l'air assez bien faite et assez réaliste. Ensuite, on continue avec une autre banque de guitare, mais une guitare nylon, donc de Orange Tree Sample. C'est la Evolution Moderne Nylon, qui est à $139 jusqu'au 1er mars et qui passera à $179 après ça. Spitfire Audio lance Marimba Swarm à €159, donc 112 livres jusqu'au 28, donc dépêchez-vous si vous le voulez. Ensuite, ça repasse à €209. C'est un enregistrement, un sampling de 9 marimbas en même temps, principalement pour des effets ambiants. Ensuite, il y a une nouvelle banque de corps de Audict. Le principe, c'est une banque qui a samplé 8 corps qui s'appelle Octohorn. Pour le moment, la banque est à 50% de réduction en prix d'ouverture. Elle est à 45 livres, habituellement à 90 livres. Et il n'y a pas de date annoncée pour la fin de la réduction pour le moment, donc on ne sait pas. Audio Imperia a sorti Photosynthesis 4 Realms à $60. Pas de prix d'intro, donc c'est des sons métalliques ambiants, pas mal de sons très sympas. D'habitude, ils sortent de bonnes banques, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ensuite, il y a Gothic Instrument, qui est une nouvelle société qui a été créée par Gothic Storm, qui est spécialisée dans la musique trailer. Donc Dronar est une banque spécialisée vraiment pour tout ce qui est trailer ou hybride. Le prix à l'heure actuelle est de 59 livres 95, donc incluant la TVA. C'est vrai qu'on n'a pas spécialement dit pour le moment, les histoires de TVA peuvent faire varier les prix. Cette banque est vraiment axée pour des atmosphères hybrides, et le son est vraiment très bien fait, puisque c'est axé pour faire du très gros son habituellement.
Donc si vous avez écouté le mock-up de Jean-Gabriel sur Star Wars, vous saurez qu'il a utilisé des VST principalement de chez Strays of Sampling. Et donc Strays of Sampling sort une action de moins 60% sur leur série de percussions Thunder jusqu'au 2 mars. Et enfin, Project Sam qui annonce une baisse de prix sur ses 3 produits Synphobia. Chaque produit est désormais à 499 €. Synphobia, c'est une banque, ce sont des banques qui sont vraiment axées pour une production rapide. C'est un enregistrement d'ensemble, c'est-à-dire qu'on n'a pas des instruments séparés. Donc ça permet de faire des maquettes très rapidement et de bonne qualité. Voilà, donc c'est tout pour les news. On vous remercie de nous avoir fait vos retours concernant le premier épisode avant même qu'on sorte, parce qu'effectivement, on l'a annoncé très long. Il faut pas avoir peur de ça, parce que effectivement, comme vous l'aurez écouté, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout et toutes les rubriques, on a beaucoup parlé parce qu'on voulait vraiment faire une introduction dans le détail pour bien expliquer notre point de vue et ce dont on allait parler au fil des émissions. À l'avenir, les émissions seront beaucoup plus courtes. On compte vraiment axer ça sur le contenu, quelque chose de concis avec beaucoup de tests, de tutoriels, de trucs et astuces. À l'avenir, donc, on ne traitera pas qu'un seul style, on s'axera également sur d'autres genres de production comme l'électro, tout ce qui est hybride, qui est beaucoup plus axé gros son. Il y a beaucoup de choses à explorer dans beaucoup de domaines. Ne vous inquiétez pas, ça sera vraiment assez diversifié normalement. Voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. Cette émission est maintenant terminée. N'hésitez pas à commenter, ne soyez quand même pas trop vache avec nous, c'était notre toute première fois. Vous trouverez les détails dans la description de l'émission sous la vidéo, ainsi que sur la page dédiée de l'émission. Si ça vous a plu et que vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à la page Facebook, et on sera très content de vous avoir avec nous. Voilà, et on espère vous retrouver pour la prochaine émission. Allez, bye bye! À bientôt!